Salut Béré, Salut! Hello! la Noémie. Bon, presque le dernier webinaire de l'année, du coup. Ouais, On a fait déjà 2 webinaires CRM cette année. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, on va parler d'adoption. Je vois qu'il y a encore pas mal de participants qui arrivent. On va démarrer tranquillement puisqu'on va aussi présenter rapidement qui est présent aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, l'objectif, c'est parler d'adoption. C'est un sujet qui est important, notamment quand on déploie à peu près n'importe quel type de solution. On est content quand elle est utilisée, c'est important qu'elle le soit, et d'autant, et le CRM répond vraiment à cette définition et à ce besoin. Et on parlera la semaine prochaine aussi avec Noémie et Bérénice de sujets un peu plus advanced, de comment on va pousser le CRM un peu plus loin, parce qu'un CRM, on peut toujours l'améliorer. C'est vraiment un outil d'amélioration continue pour le business. Et c'est quelque chose qu'on essaiera de voir tous ensemble la semaine prochaine. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi je suis Christian, je suis le fondateur de Marketing. Je suis aujourd'hui avec Bérénice, qui est consultante chez nous, et Noémie, qui s'occupe de notre business, puisque c'est elle qui, peut-être que vous allez la voir vous allez peut-être la voir au téléphone avant, après ou pendant ce webinaire. c'est ça. Vous voulez dire un petit mot? Yes, bonjour à tous et puis merci d'être là avec nous. Donc, je suis Bérénice, je suis consultante chez Marketing depuis quasiment 2 ans et j'ai surtout donc une expertise sur tout ce qui est CRM et implémentation d'outils sales. Donc, une bonne connaissance de l'adoption et plein de bonnes pratiques à partager et puis, je laisse la parole à Noémie aussi pour qu'elle dise un petit mot. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Noémie, je suis BizDev chez Markintive et je suis en charge de générer des nouvelles opportunités. Donc, je fais beaucoup de prospection et de qualification et donc j'utilise au quotidien le CRM qui est vraiment au cœur de mon activité. Donc, c'est pour ça que je vais participer aujourd'hui à ce webinaire. Donc, on a des spécialistes. Et je vous présente juste en un mot, vite fait, rapidement, Marketing quand même. On existe depuis quasiment 10 ans maintenant. C'est une quarantaine de consultants sur différents sujets de digitalisation du marketing et des ventes, du CRM, du marketing, du web design et de l'accompagnement grosse. Et on a accompagné quasiment 300 clients maintenant depuis qu'on existe, soutenus par la BPI et la région Île-de-France. C'est ce qui nous différencie. Et ce sur quoi aujourd'hui on a développé l'ensemble de notre offre de service, et sur l'approche rebelle, qui est un concept qu'on a voulu porter pour apporter un peu d'acidité et un peu de rupture sur finalement cet écosystème complexe du CRM. On a des cabinets de conseil, on a des intégrateurs, on a des agences, on a des centres de formation, etc., etc. Plus derrière des éditeurs aussi qui proposent une partie de ces offres-là. On a essayé d'apporter une réponse globale qui est aujourd'hui finalement l'approche rebelle, Resolve, Build, Execute et Learn. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est toute la construction de cet outil-là, mais surtout aussi comment on le fait vivre, donc finalement du start CRM et de l'accompagnement sales et de la formation sur mesure dédiée au CRM, qui sont finalement des bons points de départ pour cadrer, piloter l'activité commerciale. Focus d'aujourd'hui, du coup, c'est l'adoption. C'est un sujet qui nous a été pas mal demandé au cours des anciens webinars et au cours des échanges qu'on a pu avoir avec nos clients et nos prospects. Parce que finalement, au moment où je choisis un outil, faut quand même que je m'assure que ce soit le bon. Donc ça généralement, ça fait partie de l'équation. Mais aussi que je m'assure finalement que derrière, ça corresponde aux besoins des users, que ce soit implémenté de la bonne manière et que derrière, l'adoption, finalement, suive. Et si on se pose toutes ces questions-là, c'est pas pour faire joli, c'est qu'aujourd'hui, le premier réflexe souvent, c'est de se dire, on va faire un investissement qui est important dans le CRM. C'est souvent plusieurs dizaines de cas euros chaque année, parfois même beaucoup plus que ça, rien que les coûts d'outils. Donc ça va être important à un moment de pouvoir rentabiliser effectivement cet outil. Et qu'est-ce qui finalement se cache derrière ce principe d'adoption? C'est qu'on a une utilisation finalement qui est en termes de quantité satisfaisante, c'est-à-dire que tout le monde renseigne à un moment des événements du quotidien en business, que ce soit un appel, un rendez-vous, la création d'une opportunité, etc., etc. Donc tout le monde finalement
participe à cette complétion et à ce renseignement de données d'un point de vue quanti, mais aussi d'un point de vue quali, et d'un point de vue uniformité. Parce que si on a effectivement des gens qui vont remplir les choses de manière différente, ça va nous causer un problème derrière au niveau des reporting, au niveau de l'analyse, au niveau de la compréhension. Et finalement, on va se retrouver avec des rapports qui ne sont pas tout à fait optimisés, pas vraiment exploitables. Et finalement, on se retrouve avec un CRM qui est un outil qui remplit à moitié sa fonction, malheureusement. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'adoption, c'est vraiment un critère clé. Et ça commence dès le choix de votre outil, mais surtout dans le cadrage. Et puis, on va en parler aujourd'hui avec Béré, qui est la spécialiste de ce sujet-là chez nous. Yes. La façon dont on a imaginé les choses aujourd'hui pour vous donner les clés, c'est de vous parler des 3 temps forts, des 3 piliers d'une adoption réussie. Ça, c'est des choses qu'on a vraiment pu voir chez nos clients, des axes qu'on a pu vraiment exploiter chez eux. Donc, la première, ça va être toute la réflexion stratégique. Ce qu'on entend par réflexion stratégique, c'est d'une part le choix de l'outil, mais aussi de comprendre comment fonctionnent vos équipes, quelles sont les spécificités de votre business, quelles sont les spécificités de votre cycle de vente, etc. Et comment appliquer tout ça finalement à votre outil pour que ça vous corresponde vraiment et donc que vos équipes aient envie de travailler dedans. Le deuxième pilier, ça va être tout ce qui va toucher à l'implémentation et au lancement. Donc, ce qu'on appelle implémentation, c'est suite au cadrage dont on vient de parler, vraiment le paramétrage de cet outil, prendre toutes les spécificités en compte pour qu'il soit user-friendly, pour qu'on trouve l'information facilement. Et puis, le lancement, ça va être vraiment les premiers pas dans l'utilisation de ce CRM, la formation qui est hyper importante. On aura l'occasion d'en reparler. Et enfin, le troisième pilier, c'est tout ce qui est première semaine d'utilisation. Ce n'est pas parce qu'on a tout bien paramétré, tout bien pensé en amont qu'on peut se permettre de laisser nos utilisateurs un peu livrés à eux-mêmes pour se débrouiller et pour devenir autonomes sur le CRM. On a vraiment besoin de les accompagner et de leur proposer donc de la formation continue, peut-être des points d'appui avec un ambassadeur interne, ce genre de choses. Donc, la façon dont on a… Ah, pardon, vas-y. Non, ce que je voulais dire, c'est finalement 3 temps forts de l'adoption, mais il y en a beaucoup plus que ça. Il y a finalement, après, il y a plein de moments où l'adoption peut à un moment dévisser. Je pense au départ, par exemple, d'un manager ou à l'arrivée d'un nouveau manager qui a peut-être une autre idée, des autres habitudes. Lui, il faut vraiment qu'il se mette dans le rythme du CRM et des pratiques de l'entreprise. J'ai un user qui part, j'ai un user qui arrive. Il y a comme ça des micro-événements ou des macro-événements qui peuvent à un moment potentiellement mettre en danger l'adoption. Et c'est bien de les identifier et à un moment d'avoir peut-être quelqu'un ou un process, donc soit du people, soit du process, qui vient nous assurer que la techno garde bien le cap et de faire en sorte que finalement cette adoption soit au max toute la vie du projet. Et du coup, si on refait un focus sur ces 3 piliers, on a voulu organiser ce webinaire autour de ces 3 moments et surtout en vous proposant donc 3 échecs d'implémentation de CRM, 3 fails et surtout comment on les rattrape qui correspondent chacun à un de ces moments forts et où il y a peut-être quelques éléments qui n'ont pas été bien suivis, bien cadrés et donc qui ont amené à un échec. Donc, juste pour rappel, pourquoi on est parti aussi des adoptions ratées? Parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, puisqu'au final, en 2017, d'après une étude de CEO Magazine, un tiers des projets CRM étaient des échecs. Donc, échec à plusieurs niveaux, soit c'est pas utilisé, soit c'est mal utilisé, soit on a une résistance qui se crée en interne. Bref, ça devient un coût pour l'entreprise et on n'arrive pas à en tirer tous les bénéfices. Donc, quels sont par exemple les possibilités pour ce CRM raté? Par exemple, dans ce cas-là, 2 ans que le nouveau CRM est implanté, les sales continuent à utiliser un fichier Excel pour suivre leur base de données, donc pas fou. Les équipes trouvent que ça ne répond pas à leurs besoins, ils ne s'y retrouvent pas, alors que le CRM qui a été choisi est un des leaders du marché, qu'il est puissant et qui fonctionne très bien dans d'autres entreprises. Et c'est là que ça bloque. C'est que si c'est le leader du marché, il fonctionne sûrement très bien, mais il faut prendre en compte toutes les spécificités de votre entreprise, de vos cas d'usage, de votre process de vente et finalement choisir le CRM qui marchera pour vous. Ça ne répond pas à leurs besoins. Est-ce qu'on a pris en compte, c'est ce qu'on disait en introduction, les besoins et les cas d'usage de vos équipes? Est-ce qu'on a pris en compte les spécificités de vos rendez-vous? Est-ce qu'on donne accès à la bonne donnée au bon moment?
Et ça va être ça qui va être hyper important en phase de réflexion stratégique pour choisir le bon outil et pour construire ces bases hyper saines pour l'adoption par la suite. Donc, chez Markentive, on suit cette phase stratégique et on s'assure de l'adoption avec, on va dire, 3 piliers. Le premier, ça va être vraiment de comprendre les problématiques et les besoins des utilisateurs. Donc, ça peut passer en amont par une interview de certains utilisateurs clés qui seraient les représentants de leur métier. Ça peut passer aussi peut-être par un shadowing. Donc, pendant quelques heures, vous regardez comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils ont des tâches chronophages? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent? Est-ce qu'on peut vraiment les aider et les assister? Pendant la réflexion, ça va souvent passer par des ateliers, un cadrage. L'idéal, c'est de ne pas avoir que le manager ou le directeur commercial qui va avoir sa vision, son prisme, mais qui finalement n'aura pas le même usage que les sales. Et c'est pour ça que nous, au maximum, on essaye d'inclure au moins un représentant du service commercial, dans l'idéal, un représentant de chaque grande profession. Par exemple, on va inclure un BDR et un account executive pour avoir leur de vision, pour savoir leur quotidien à quoi ça ressemble et quels vont être leurs pain points, quelles vont être les problématiques qu'on va résoudre et faciliter. Et puis, l'idée, c'est vraiment de penser aux bénéfices pour toutes les parties prenantes. Rapidement, on peut se dire, ça va être un objet de suivi, ça va être un outil managérial où on va avoir des super reporting, où on va tracer le nombre d'appels, le nombre d'emails, le nombre de réunions. Alors qu'il faut vraiment que les équipes et les commerciaux comprennent la valeur ajoutée pour eux de cet outil, donc que ce soit dans leur gestion quotidienne, que ce soit aussi pour eux avoir une vision claire de leur performance et pouvoir s'améliorer, et donc qu'ils comprennent finalement les avantages à ce niveau-là. Et ce que ça veut dire en sous-jacent, et c'est parfois un peu, c'est pas évident pour les boîtes, hein, parce que souvent quand on a des équipes commerciales, on se dit, bah tiens, on veut qu'ils vendent, donc on veut qu'ils appellent des clients, on veut qu'ils fassent des mails, on ne veut pas les embêter avec tout ça. Et du coup, on va peut-être missionner une société extérieure qui va nous faire un cahier des charges, etc., etc. Et l'implication peut-être que ce soit du management commercial ou des équipes commerciales ou peut-être des opérateurs en bizdev, etc., ou des account exec, des BDR, etc., va peut-être être un peu bâclé. Et finalement, on n'aura pas vraiment pris en compte la substance finalement de ces postes, ces métiers et de quoi ils ont vraiment besoin, qu'est-ce qui est du must-have, qu'est-ce qui est du nice-to-have. De manière à vraiment faire en sorte que le moment où on va lancer un outil, choisir un outil, déployer un outil ou former des users, ben on soit vraiment bien aligné sur la réalité de ces profils-là, plutôt que de faire du copier-coller parce que tiens, vous êtes une boîte de conseil et les boîtes de conseil, normalement, ça fonctionne à peu près comme ça et on vous fait ça. On va essayer d'être dans quelque chose de beaucoup plus personnalisé et c'est vraiment un gage pour moi d'adoption sur la suite de l'aventure, quoi. Puis chaque boîte a ses spécificités, chaque service commercial a ses spécificités et on ne peut pas effectivement répliquer ou se dire cet outil a marché pour tout le monde, ça va marcher pour moi. C'est trop simple et généralement, ce n'est pas vraiment adapté à vos besoins. Et il y a une emphase qui est généralement très portée techno. Tiens, est-ce qu'on va prendre Salesforce? Est-ce qu'on va prendre Dynamics? Est-ce qu'on va prendre HubSpot CRM, Zoho CRM, etc., etc. Je pense que ce n'est pas un bon débat parce que globalement, ces technos-là, modulo quelques fonctionnalités un peu spécifiques qui peuvent être des must-have hein, pour certaines boîtes, sont généralement globalement plutôt équivalents. C'est de gérer de la data, hein, c'est de gérer des contacts, gérer des comptes, gérer des opportunités, gérer éventuellement des custom objets. Ça, c'est vraiment des besoins particuliers et qui doivent être pris en compte pour faire en sorte que derrière on s'en sorte bien. Mais plus que finalement la techno, avoir vraiment une bonne modélisation de voilà les 5 cas d'usage pour chaque famille d'users qui vont être prioritaires, must-have ou nice-to-have, c'est vraiment là où globalement on va réussir son déploiement. Où on peut faire des très mauvais déploiements dans Salesforce et on peut faire des super déploiements dans des CRM français on-premise et vieillots. Ça existe. Finalement, le cadrage va autant être important, autant aussi être important que l'outil. On a une petite question sur est-ce qu'il y a un CRM qui est spécialisé pour les modèles de vente indirects. Alors, on avait fait un webinaire avec Thibaut, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 15 jours, sur le choix du CRM. Effectivement, il y a plein de CRM différents. On a des CRM métiers qui vont être portés sur l'immobilier,
sur les franchises, etc. C'est des modèles de vente un peu particuliers. Si vous parlez de vente indirecte, typiquement, c'est qu'on n'est pas dans une relation avec des objets simples qui sont contact, compte, opportunité un peu linéaire. On a potentiellement un objet tiers qui serait le partenaire ou l'apporteur d'affaires. Donc, on peut modéliser dans des systèmes type Salesforce, HubSpot, par exemple, où on a la disponibilité de l'objet custom, des modèles de vente indirecte. Mais ça dépend parce que, pareil, vente indirecte, ça se traduit différemment d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on part vraiment des cas d'usage et non pas de se dire vente directe, c'est ça, vente indirecte, c'est ça. Comment on le modélise, quelles sont les relations avec votre utilisateur final, quelles sont les relations avec votre partenaire ou revendeur. Voilà, c'est surtout ça en fait, qui est à prendre en compte au moment du choix de l'outil. Pour donner quelques exemples, moi, sur mes besoins en tant que BizDev, typiquement, j'ai besoin de créer rapidement des contacts dans mon CRM et surtout de créer des listes. Donc, j'ai créé des listes, par exemple, pour engager des contacts dans ma prospection. Et typiquement, pour créer ces listes, j'ai besoin donc de filtrer mes contacts par rapport à certains types d'informations. Par exemple, ça peut être le secteur d'activité, la taille de l'entreprise ou le persona. Et ça, c'est des besoins de base en prospection qu'on a besoin d'avoir dans le CRM. Et ça, pareil, oui. Pardon, vas-y. Je disais pareil au niveau donc de l'adoption, c'est vrai que le fait de bien expliquer aux BizDev le temps qu'ils vont gagner au niveau de leurs tâches quotidiennes, la simplification des tâches, c'est important pour pouvoir après bien l'utiliser. Et juste pour rebondir sur ce que disait Noémie, donc sur la partie, elle, son besoin pour la prospection, d'avoir des filtres hyper précis, c'était un des cas d'usage chez nous. On a de la prospection, on a de l'outreach, comment on le gère au plus simplement? Comment est-ce qu'on donne les bonnes informations surtout à nos équipes commerciales, à nos bizdev pour que en 4 clics, ils puissent sortir les listes qu'ils veulent, ils puissent avoir les filtres qu'ils veulent et non pas passer par des exports, des requêtes croisées et des choses hyper compliquées qui finalement leur prendraient plus de temps que s'ils avaient un bête tableur Excel. Donc, ça, c'était vraiment pour la partie, on va dire, cadrage stratégique et choix de l'outil. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant qu'on passe à notre deuxième fail? Bon, je crois qu'on est hyper clair. Tu as été super crystal clear. Ouais. Ça doit être ça. Tant mieux. Du coup, j'ai un problème. C'est bon, je vais y arriver. Hop. Du coup, sur notre deuxième exemple, ça va être plutôt un CRM qui a été super bien paramétré en fonction des informations qu'on avait récupérées en cadrage. Donc, les sales ont pu participer. Il y a eu un gros travail qui a été fait autour du reporting. Ça a été réfléchi, travaillé. Mais malgré tout ça, les équipes ne veulent pas l'utiliser. Les reportings restent vides. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a aucune data, aucun suivi et ça ne marche pas. Ce qui est important là-dedans, c'est de voir le côté, les reportings ont été réfléchis et travaillés. Donc finalement, au moment de l'implémentation, on a accordé un gros focus aux managers, aux besoins managériaux, aux besoins de suivi, mais pas tellement à l'utilisateur et à la simplicité d'utilisation. Ce qui fait que finalement, les équipes vont sûrement remplir le minimum de données, parce que sinon c'est trop long, c'est trop compliqué, et refuser de l'utiliser. Donc, cette problématique, on va la voir arriver surtout en deuxième phase, sur tout ce qui est implémentation. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, paramétrage de l'outil et le lancement qui va être la formation et le kick-off de ce projet, le déploiement sur toutes les équipes commerciales. Du coup, pour nous, il y a 4 points d'attention lorsqu'on déploie, qu'on implémente et qu'on lance le projet. D'abord, il va y avoir toujours cette idée d'ambassadeur interne qui pourrait être généralement la personne qui a participé aussi aux ateliers de cadrage. Et cet ambassadeur interne va non seulement faire remonter les craintes et les besoins des équipes commerciales, mais va aussi être le relais pour un petit peu évangéliser en interne, expliquer comment l'implémentation est faite, expliquer et appuyer, comme le disait Noémie tout à l'heure, sur les bénéfices pour les bizdev, pour les équipes commerciales, et donc vraiment avoir ce rôle pivot qui va porter le projet et qui va
on va dire que les gens vont attendre finalement ce déploiement et ce lancement. C'est aussi important d'en faire un moment clé dans la vie de l'entreprise. Donc, ce qu'on veut dire par moment clé, ça peut se traduire effectivement par peut-être une soirée de lancement, par des teasings, bref, que ce soit préparé et qu'un matin, vous n'avez pas vos équipes commerciales qui arrivent et qui reçoivent un mail, le nouveau CRM est déployé, utilisez-le, terminé. Ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, il faut un petit peu mettre ça en avant et vraiment faire un moment clé. Et puis surtout, avoir des managers qui soient sponsors de ce projet. Parce que c'est ça aussi qui va être hyper important, c'est que si on voit un manager utiliser le CRM, si on voit le manager louer le CRM, entre guillemets, ça va vraiment plus donner envie aux équipes commerciales d'aller dedans, de mettre les mains dedans, d'essayer, de se former. Il y a la partie effectivement formation. Donc, on peut avoir une formation très structurée autour d'une table pendant une journée, etc. Mais on peut aussi donner accès aux utilisateurs à des supports de formation, à des vidéos, à des screenshots vidéo, etc. pour répondre à leurs problématiques et pour qu'ils comprennent bien comment ça peut les aider. Et puis, la dernière chose, ça va être de créer ce qu'on appelle, nous, le Sales Playbook, qui est généralement hyper important et hyper apprécié par tous nos clients. Ça va être un petit peu votre Bible, la Bible de vos équipes commerciales, puisque ça va reprendre non seulement vos process internes, par exemple le R1, R2, R3, ou alors comment je fais pour faire ma prospection, mais ça va lier toutes ces étapes finalement au CRM, à comment je vais l'utiliser, quels sont les avantages que je vais en tirer. Et donc, ça va permettre à vos équipes de revenir dessus régulièrement, de se sentir accompagnées et puis, comme on disait tout à l'heure, aux nouveaux collaborateurs aussi de l'utiliser pour mieux comprendre et donc adopter plus rapidement votre nouveau système. Et ouais, et pour illustrer ce que tu dis, c'est que nous, on voit par exemple, on fait des super cadrages, on a bien pris en compte les besoins des équipes, on met un outil qui est super aligné avec tous ces arbitrages. Et puis au moment de la formation, on a des managers qui débarquent de nulle part, qu'on n'a jamais vu, qui se mettent effectivement en formation à faire leurs emails, ils sortent faire des calls, etc. Du coup, tu as toutes les équipes forcément qui commencent à les regarder, qui se synchronisent sur ce niveau de désintérêt total. Et là, du coup, on est déjà mal barré, ou en tout cas très mal parti en termes d'adoption. Ou typiquement, quand on va commencer à faire des reporting et qu'on a des managers qui vont dire non mais laisse tomber, moi je préfère quand tu fais le petit Excel comme on faisait avant, tu me l'envoies le lundi et c'est ça que je veux voir. Typiquement, vous êtes sûr que là, ça torpille l'intérieur, l'adoption des end-users, donc de tout ce qui est commerciaux, il n'y a aucune raison qu'ils utilisent demain le CRM si leur chef, à demi-mot, leur dit de ne pas le faire, ou globalement, n'y a pas d'intérêt, ou globalement, ne trouve pas ça intéressant d'une manière générale, parce que ça reste, mine de rien, une contrainte. On va leur demander quand même de travailler dans ce CRM-là. C'est important de ce que tu disais, c'est qu'ils y voient un intérêt. C'est que ça ne devienne pas juste un outil de tiens, est-ce que tu as fait assez de mails, assez de rendez-vous, assez de meetings, assez de propals, est-ce que ton forecast il est suffisamment gros, mais qu'ils se disent bon bah tiens, ça me permet de savoir qui je dois relancer, ça va me permettre finalement de bien piloter mon quotidien, de savoir où j'en suis, de savoir ce qui marche, savoir ce qui ne marche pas, et c'est un outil de travail pour moi. Et ce truc-là doit autant finalement il doit être présent finalement au niveau de tous les groupes users. Et l'intérêt du cadrage tactique, c'est si finalement se dire, bah, j'ai des bizdev, j'ai des account exec, j'ai des managers, ils ont chacun leurs contraintes d'exécution, et chacun leurs objectifs, et chacun leurs besoins vis-à-vis de la data et vis-à-vis du CRM, bah, que tout ça se soit bien expliqué, bien drivé, et que ce soit vraiment archi béquillé et archi accompagné, en tout cas dans les phases de lancement qui sont des phases clés. Parce que finalement, si au lancement, si la première semaine ou la première journée, le CRM n'est pas utilisé, c'est sûr que ça ne va pas arriver au bout d'un mois et demi par magie, tiens, tout d'un coup, maintenant, on l'utilise. Et ce qui est aussi parfois un petit peu problématique, je trouve, c'est le fait d'utiliser deux systèmes en parallèle. On utilise encore un peu l'ancien. Alors là, ça c'est très compliqué. À un moment, c'est pas mal de faire du one-off quand même et plutôt du Big Bang sur le CRM. C'est qu'à un moment, même si c'est à l'outil, peut-être pas tout le monde en même temps, mais à un moment, les faire utiliser, les faire ressaisir et les faire utiliser deux systèmes en parallèle pour la même chose, typiquement, ça c'est un gros frein d'adoption aussi. Yes. Juste, je voudrais revenir sur le côté ambassadeur interne.
ça, c'est quelque chose dont on ne mesure pas l'importance. Et il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui y croit et qui ne soit pas juste désigné. Nous, on a vu le cas déjà chez certains clients où c'était un ambassadeur interne qui était désigné par la direction du type bah voilà, c'est toi qui vas porter le projet, alors que ça ne l'intéressait pas, il prenait ça comme pour une contrainte, etc. Et finalement, ça a vraiment sapé le moral de tout le monde puisque l'ambassadeur qui avait été désigné n'y croyait pas lui-même. Donc, il ne faut pas que ce soit uniquement un choix de la direction, il faut que la personne soit aussi volontaire et qu'il y ait une vraie envie d'avancer sur ce sujet-là. Pour compléter un petit peu ce que vous venez de dire, au niveau BizDev, c'est vrai que quand on parle d'un nouveau CRM, on va avoir deux visions. La vision qui nous permet de suivre notre productivité, c'est-à-dire combien d'appels on a réalisés dans la semaine, combien de rendez-vous, combien d'emails, combien de contacts créés. Mais en fait, il faut surtout voir le bénéfice au niveau de vos performances, parce que typiquement, on a accès à des tableaux de bord qui nous permet donc de suivre notre activité, mais aussi, par exemple, combien de contacts on a créés et sur ces contacts, combien d'emails on a envoyés, sur tous les emails qu'on a envoyés, combien on a eu de rendez-vous bookés. Et typiquement, par exemple, moi, toutes les semaines, je regarde combien de rendez-vous donc j'ai généré, et si je vois que j'ai envoyé beaucoup d'emails, j'ai fait beaucoup de séquences et que j'ai pas beaucoup de rendez-vous, je vais me dire là j'ai un problème au niveau de mes séquences ou de la façon que je prospecte, et il faut que j'améliore ça pour que j'ai plus de rendez-vous. Et pareil au niveau donc d'école, si j'ai beaucoup de R1 mais très peu de R2, là typiquement je vais me dire il y a quelque chose qui bloque au niveau de mon R1, il faut que je revoie ces rendez-vous-là. Donc, c'est vraiment le côté amélioration de performance qu'il faut prendre en compte en premier, plutôt que le suivi de combien d'emails on va envoyer pour faire un suivi des productivités entre sexes. Oui, toi, Noémie, tu ne le prends pas du tout pour du flicage. C'est vraiment de ton côté, ça te facilite aussi la vue globale de ton activité et de voir là où tu as des points de friction pour les améliorer. Exactement, c'est ça. Ok. Je pense que là, on a bien vu, rapidement, à la mesure du possible, les piliers les plus importants pendant la phase d'implémentation et de lancement. Mais finalement, il faut aussi avoir un suivi sur la phase les premières semaines d'utilisation qui va être hyper critique pour vos utilisateurs. Dans ce cas-là, dans notre dernier fail, on a eu des équipes qui ont participé activement à la réflexion autour du CRM avec sûrement un représentant par équipe. Le fonctionnement qui avait été imaginé a été mis en place et semblait fonctionner en phase de test. Donc, on a déployé. Les premiers jours, tout le monde a utilisé l'outil. Et donc, on a considéré que ça y est, le projet était clôturé, les équipes étaient autonomes et c'était quelque chose qu'on pouvait oublier. Et c'est bien là le problème, c'est que certes, sur les premiers jours, chacun a utilisé l'outil, mais ça ne veut pas dire que tout le monde l'a compris à 100%, ça ne veut pas dire que tout le monde est à l'aise dessus, et ça ne veut pas dire que les équipes sont réellement autonomes. Donc, sur cette phase de première semaine d'utilisation, l'idée, c'est aussi de mettre en place un vrai accompagnement de vos équipes sur les premières semaines pour qu'ils prennent la main sur l'outil, pour qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient autonomes, qu'ils en comprennent les bénéfices. Encore une fois, on y revient. Et donc, que ce soit quelque chose finalement qui s'installe dans la durée et qui soit réellement pérenne. Donc, les choses qu'on a pu voir et qu'on a pu proposer chez nos clients, c'est d'abord sur ces premières semaines de créer un rituel autour de ce nouveau CRM. Donc, on peut lui donner le nom qu'on veut. Quelques exemples qu'on a pu mettre en place et qui ont été mis en place, c'était le CRM Office Hours, où il y avait les HubSpot Friday, ce genre de choses, où on a un temps vraiment dédié dans la semaine pour que les équipes se retrouvent, qu'elles échangent sur leurs découvertes dans le CRM, leurs bonnes pratiques, qu'elles puissent aussi poser la question à l'administrateur ou à l'ambassadeur interne. Bref, qui est un moment vraiment d'échange et de partage pour que tout le monde soit au même niveau d'info, tout le monde soit au même niveau d'utilisation et qu'on se booste finalement sur cette utilisation.
La deuxième chose, ça va être de donner accès aux données d'adoption. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on fait une implémentation, on va créer des suivis d'adoption. Est-ce que la donnée est rentrée de manière qualitative? Est-ce qu'on a de la donnée? Est-ce qu'on a un taux de remplissage qui est OK? Tout ce genre de choses. L'intérêt, c'est que l'utilisateur final y ait accès de lui-même, d'une part, et d'autre part, que ça devienne une vraie partie, finalement, de son one-to-one, par exemple, avec son manager. Que ça soit suivi par le manager, qu'on en discute, qu'on trouve des solutions quand les indicateurs sont peut-être pas encore au top, voir s'il y a un problème de compréhension de l'outil, s'il y a un problème de compréhension des bénéfices. Bref, de vraiment accompagner les équipes sur les premières semaines côté managérial. Il va y avoir aussi une partie où il faut mettre le CRM au cœur des sales meetings. Donc, je pense que ça, Noémie et Christian, vous pouvez mieux en parler puisque c'est vraiment votre quotidien et vos échanges, d'avoir ce CRM qui est le sujet principal, on va dire, de vos sales meetings. Tu veux dire un mot sur ce qu'on fait, Noémie? Ouais, nous tous les lundis, donc on commence notre sales meeting avec, on check le CRM. Donc typiquement, on va voir le nombre de calls, le nombre de rendez-vous, tout notre forecast, les deals qu'on a signés, les deals qu'on va signer à la fin du mois, à la fin de la semaine. Donc c'est important d'être bien à jour sur son CRM avant ce meeting-là, puisque Christian, tu vois rapidement si on a fait des erreurs ou qu'on n'a pas bien rempli au niveau des dates, par exemple, ou au niveau de type de rendez-vous. Et finalement, c'est pas mal d'avoir une posture qui est ce n'est pas dans le CRM, ça n'existe pas. Moi, j'aime bien ce principe. C'est typiquement ça clôt le débat sur oui, je lui ai parlé, oui, ça va signer, non, mais je ne l'ai pas encore mis dans le CRM. Ouais, tu ne l'as pas mis dans le CRM, ça n'existe pas. Donc, je pense que ça simplifie pas mal les sujets, effectivement, d'adoption, en tout cas de notre expérience à nous. Et c'est aussi ce qu'on conseille, du coup, largement ou assez largement à nos clients. Puis si c'est des indicateurs qui sont vraiment suivis pendant les sales meetings, on a tout intérêt à bien remplir le CRM, avoir une donnée quali. Parce qu'en général, si c'est suivi dans le sales meetings, derrière, c'est les incentives qui suivent, derrière, c'est tout ça. Donc forcément, si on n'a pas cette donnée qui est bien quali, on ne va pas pouvoir avoir accès au reste. Et il y a deux choses, hein. Il y a finalement, comme tu le dis, il y a du quali, mais il y a du quanti, et il y a du quali, c'est-à-dire effectivement, il faut tout mettre, en tout cas mettre un maximum de choses. L'intérêt de connecter les boîtes mail, connecter les systèmes de téléphonie, etc., ça permet aussi de backer quand même la data, parce qu'on va avoir moins de saisies manuelles et contraignantes. Et puis c'est aussi qu'il y a une uniformité de remplissage, c'est-à-dire que si à un moment, je prends un exemple assez simple qui est le pipeline, hein, c'est-à-dire que si j'ai des étapes de vente qui sont pondérées par des probabilités derrière, qui me calculent un forecast en fonction de certaines gammes de produits, ce qui est assez courant, et que moi j'ai un sales, j'ai 5 sales et j'en ai un qui crée jamais l'opportunité, il a créé que le jour où c'est gagné parce que il ne le suit pas, j'en ai un qui le crée systématiquement, même quand il y a un premier call, il crée une opportunité à probabilité 1%, j'en ai un qui les met systématiquement à 50% parce que peut-être que oui, peut-être que non. À la fin des fins, votre forecast qui est pondéré sur tous ces deals-là, il n'a aucun sens parce que pour chaque sales, il veut dire autre chose. Et donc, on a aussi besoin c'est là où le playbook, comme on en parlait un peu plus tôt, est important pour qu'on ait un moment où on se dit, bon, tiens, c'est quoi mon forecast? C'est jamais complètement juste, un forecast est forcément faux. Mais au minima, il est compréhensible et il est construit de manière où la donnée qui est dedans, elle est pertinente et elle est compréhensible. C'est vraiment important, quoi. Et puis, je pense que la dernière étape, c'est aussi d'avoir une notion de helpdesk, donc qui soit mise en place soit en interne, interne à l'équipe, soit interne à l'entreprise avec un DSI, ou alors qui soit externalisé, mais quelqu'un qui puisse répondre aux questions et qui puisse potentiellement aussi concentrer le feedback. Donc, on n'est pas en train de dire que le feedback doit être pris en permanence et tout changer, d'autant que si la phase de cadrage est faite dans les règles de l'art et où on a récupéré les informations de tous les intervenants, le feedback est quand même hyper limité. Vas-y. Ouais, un point qui est assez classique, c'est typiquement, vous avez fait un cadrage tactique un peu bâclé où vous n'avez pas impliqué les bonnes personnes, vous arrivez le jour de la formation, vous leur mettez l'outil dans les mains
Et tout de suite, il y a un truc qui pop, qui fait que, tiens, on ne peut pas renseigner ça, pourtant c'est le premier truc qu'on fait. Et là, du coup, vous avez un gros down en termes d'adoption et une grosse défiance vis-à-vis du projet. Donc le cadrage tactique, effectivement, il a besoin d'être au moins sur le must-have, que peut-être qu'il y ait 2-3 petits ajustements à la marge, effectivement, c'est pas très grave, mais qu'en tout cas, la routine de je crée un contact, je crée une opportunité, je renseigne une activité, etc., que tout ça, on puisse le faire de manière hyper fluide, hyper efficace. Que leur data soit chargée dedans et que globalement, ils puissent travailler dans la foulée de la formation, ça c'est vraiment utile. Et effectivement, moi je prends toujours avec prudence la notion de feedback, parce qu'à un moment, on est quand même sur un système qui est, par définition, ça reste une contrainte, même si on en fait un outil qui apporte de la valeur aux sales, qui est un outil qui l'aide à travailler, qui le rend plus productif. Et on en parlera notamment la semaine prochaine avec Noémie sur tout le CRM du futur, avec les liens de meeting, les séquences, les templates, les boîtes mail connectées, enfin, tout ce qui peut nous aider quand même à supercharge le CRM. Ça reste quand même une contrainte. Et à un moment, si on se met dans une posture de on a peur que tu n'utilises pas le CRM et oui, on va faire tout ce que tu demandes et fais ta liste au Père Noël, vous allez avoir des demandes un peu débiles du genre on veut que les contacts soient automatiquement supprimés, que l'email s'il est faux soit automatiquement corrigé, que le deal, tiens, il y aura plein de demandes un peu machin auxquelles vous n'allez pas vouloir répondre, pas pouvoir répondre, etc. Et du coup, c'est pas la bonne posture en fait dans laquelle il faut faut quand même faire preuve de fermeté. Faut avoir les oreilles ouvertes et je pense qu'il faut surtout pas être en synchrone, c'est-à-dire mieux vaut être en asynchrone en disant bah tiens le must-have fonctionne, la routine fonctionne et à horizon mois plus 1 ou à horizon plus 15 jours après le lancement, effectivement il y a un certain nombre de feedbacks qui est arrivé. Il y a peut-être un patch qui est porté par l'ambassadeur sur 2-3 variables qui manquaient et qui sont de l'ajustement plutôt à la marge plutôt que vraiment des choses qui vont nous réinventer la roue, quoi. Donc, je suis toujours, moi, assez précautionneux sur la place qu'on laisse au feedback. Je pense que c'est tout clair. Est-ce que vous avez des questions sur cette dernière brique? Pardon, je vais y arriver. Donc, on vous a expliqué rapidement dans les 40 minutes qui nous étaient imparties comment finalement nous, on conçoit une adoption réussie, comment on la construit et comment on l'accompagne autour de ces 3 piliers donc, qui étaient la réflexion stratégique, l'implémentation et le lancement, et puis les premières semaines d'utilisation. On pourrait bien sûr en parler pendant des heures et des heures et chacun a ses spécificités et tout doit être toujours personnalisé pour votre entreprise, votre contexte et vos habitudes. Donc ça, on est toujours dispo pour en parler ou répondre aux questions s'il y en a. Et puis, généralement, une fois que ça marche à un endroit, on a bien envie de s'internationaliser, d'aller conquérir le monde. Et donc, du coup, comment ça se passe à ce niveau-là? Et si c'est gagné ici, est-ce que ça veut dire que ça sera aussi gagné là-bas en termes d'adoption du CRM? Ouais, alors ça, de toute façon, ça va dépendre vraiment des sociétés. Mais c'est vrai que l'adoption, déjà sur un scope qui est assez simple, où on a 5-6 personnes, ça peut être un challenge et qui est challenge de personnes, hein, c'est un challenge humain et c'est un challenge c'est parfois un peu contre-intuitif. Et c'est important qu'on puisse avoir des managers qui sont impliqués dans ces sujets-là et qui vont défendre le projet, défendre la techno, défendre l'implé et dire, bah, écoutez, c'est pas parfait, c'est pas ce que vous vouliez, mais en tout cas, ça ne changera pas. On va pas faire cette marche arrière parce qu'il y a des fois aussi une culture de ah tiens, c'est pas notre premier projet CRM parce qu'il y a 2 ans, on a essayé Salesforce, ça n'a pas marché et là, c'est le nouveau CRM et ça va encore pas marcher. Donc, c'est important de briser je pense, ce cycle de fatalité et de vraiment être super positif avec les équipes à tous les niveaux et d'en faire quelque chose de cool parce que un CRM qui marche, qui donne de la bonne data, qui est bien à jour, c'est cool pour le marketing, c'est cool pour le management, c'est cool pour les utilisateurs, c'est cool pour quelqu'un qui arrive dans une boîte demain, et qui se retrouve avec un système où tiens, je sais qui sont mes contacts, je sais ce qui se passe, je sais ce qui a été fait, et je pars, c'est propre. Il y a plein vraiment de beaux avantages à utiliser le CRM et à maximiser l'adoption. Et quand on veut aller finalement plus loin, et on en parlera la semaine prochaine avec Noémie sur tout ce qui est séquence, email, template, automatisation, on va vraiment avoir, du coup, pouvoir leverager, ou en tout cas mettre à profit toute cette data et toute cette qualité de remplissage. Et puis, si on veut aller à un moment dupliquer finalement ce setup-là
sur d'autres pays, sur d'autres scopes, sur d'autres business units. À un moment, le fait d'avoir réussi une adoption, même sur 3-4 personnes, ça va vraiment aussi faciliter les choses pour la suite de l'histoire. Et voilà, puisque effectivement, on en parlera donc la semaine prochaine, le CRM du futur, quels outils utiliser, comment les utiliser pour vraiment passer en mode amélioration continue et booster vos équipes commerciales, booster la performance, etc. Nice. Je pense que tu voulais dire un truc, vas-y. Non, j'allais dire, je pense que notre présentation se conclut ici, c'est tout. Ok. Et ouais, donc on sera de nouveau tous les trois la semaine prochaine pour ce webinaire-là. On va montrer un petit peu les outils qu'on utilise, comment finalement on arrive à maximiser les interactions, les touches, passer plus de temps avec des clients et des prospects, relancer les bons, prioriser les choses. Parce qu'à un moment, quand on est sales, on peut faire plein de choses. On peut prospecter, prendre son téléphone, aller sur LinkedIn, créer des contacts, mettre à jour des contacts, créer des opportunités, envoyer des mails, envoyer des séquences. On peut imaginer envoyer des vidéos, envoyer plein de choses qu'on peut faire. Comment on maximise ce type d'initiative-là et comment on peut enlever un petit peu de friction à tous les niveaux, qui est le sujet du quotidien de Noémie et on en parlera avec elle la semaine prochaine. Et ce sera, je crois, notre dernier webinaire de l'année. De on cette y belle arrive. année 2020. Et on y arrive de cette belle année 2020. Et on espère en tout cas, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions, on peut les prendre. J'en ai traité par écrit un certain nombre, donc je ne sais pas s'il y en a d'autres qui méritent d'être abordés, ce sera avec plaisir. Et puis sinon, écoutez, moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et puis, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Puis merci beaucoup pour votre temps et on espère que vous avez appris plein de choses et que vous allez faire adopter tous vos CRM. Merci beaucoup, à jeudi prochain. Merci, au revoir. Au revoir.